J'ai commencé par remercier la présidente et les membres du conseil communal pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ce 25 octobre 2018. C'est en tant que citoyen de la société civile sans appartenance politique que je me suis exprimé. Je n'ai donc aucun compte à rendre à aucun parti, ni de gauche, ni de droite ou du centre. Le thème de mon interpellation s'intitule « Les procédures de marché public pourraient-elles être soumises au regard des citoyens et utilisées au bénéfice du budget communal ?» La gouvernance des marchés publics est régie par des directives européennes qui doivent être ou qui sont transposées dans la législation nationale. Le but étant de réguler la façon dont les autorités publiques achètent des biens, des services, afin de renforcer l'efficience du secteur public, conforter la confiance des citoyens et assurer des économies au profit du budget public de notre commune. N'est-il pas primordial de tirer pleinement parti du potentiel des règles sur les marchés publics pour atteindre les objectifs d'une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive? Durant ces 10 minutes, mon exposé se fera sous la forme d'une vue aérienne non exhaustive, bien sûr, des procédures de marché public, en particulier de marché public de travaux. Concernant les différents types de procédures qui existent, on a la procédure ouverte, qui est définie par la directive 2014-24. Dans une procédure ouverte, tout opérateur économique intéressé peut soumettre une offre en réponse à un appel à la concurrence. C'est la procédure la plus utilisée. Il existe également la procédure restreinte, je n'en parlerai pas. J'insisterai plutôt sur la procédure concurrentielle avec négociation, qui est définie par la directive 2014-24 de l'Union européenne. Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l'égalité de traitement de tous les soumissionnaires. Dans une procédure négociée, l'autorité publique invite au moins 3 entreprises avec lesquelles elle négociera les termes du marché. La législation belge impose un seuil maximum de 600 000 € hors TVA pour cette procédure. Alors cette procédure peut également être choisie sans publication préalable d'un avis de marché, mais dans ce cas, c'est vraiment une procédure d'exception qui ne peut être utilisée que, selon la directive, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur ne permet pas de respecter les délais des procédures ouvertes, restreintes ou concurrentielles avec négociation. La question que je pose, lorsque la commune, c'est-à-dire le pouvoir adjudicateur, recourt à cette procédure négociée sans publicité, pourrait-elle dûment motiver non seulement son choix en invoquant des circonstances extérieures qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir, mais également que suite à ces circonstances, elle est dans l'impossibilité de respecter les délais imposés pour toute autre procédure. Il existe également le dialogue compétitif, le partenariat d'innovation, je n'en parlerai pas cette fois-ci. J'insisterai également plutôt sur les systèmes d'acquisition dynamique et par enchère électronique. Les autorités publiques peuvent attribuer en fait des marchés par voie d'enchère électronique. L'invitation à participer doit préciser la date et l'heure de l'enchère, mais ainsi que le nombre de phases d'enchère. Elle doit aussi mentionner la formule qui déterminera les classements automatiques. Lors de chaque phase d'enchère, l'opérateur économique doit être en mesure de voir son classement par rapport à ses concurrents sans connaître l'identité de ceux-ci. La question que je pose, la commune ne pourrait-elle pas utiliser cette procédure d'enchère inversée, en quelque sorte c'est comme l'IB dégressif, pour ses achats d'usage courant? Les conditions d'autorisation d'avenant sans nouvel appel d'offres, selon la directive européenne, les marchés peuvent être modifiés sans qu'une nouvelle procédure de passation de marché ne soit nécessaire. Il y a 3 conditions à cela. La première, la valeur de la modification est inférieure de 15% de la valeur du marché initial pour les marchés de travaux. Et ici, je fais une petite remarque, c'est que, en fait, la CDLD, qui est le Code de démocratie locale et de la décentralisation, impose la communication d'avenants à la tutelle dès que leur seuil cumulé atteint 10%. La deuxième condition, c'est que la modification ne change pas la nature globale du marché. Et la troisième, la modification est rendue nécessaire
par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur diligent ne pouvait pas prévoir. En principe, donc, si le cahier des charges a bien été élaboré, aucun amendement ou avenant au contrat de marché n'est nécessaire. Dès lors, les avenants devraient être considérés aussi comme exceptionnels. La question posée, pour tous les marchés concernés, serait-il possible de démontrer aux citoyens que les trois règles énoncées ci-dessus sont bien respectées? On va parler ensuite du cahier des charges avec les spécifications techniques. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques des travaux que l'autorité publique envisage d'acquérir. Elles peuvent en outre comprendre des aspects de performance environnementale, de conception, de sécurité, d'assurance de la qualité ou d'évaluation de la conformité, du coût du cycle de vie, par exemple la consommation d'énergie, l'entretien, le recyclage, etc. Afin de faciliter l'accès des PME locales, le cahier des charges peut prévoir une division en lots d'un marché selon les différentes phases successives du projet. Par exemple, on peut faire un lot pour l'électricité, un lot pour le gros œuvre, un lot pour la menuiserie, etc. Il est possible aussi de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à un même soumissionnaire. La question posée, le pouvoir adjudicateur pourrait-il ne pas saucissonner un marché public pour un projet en créant plusieurs appels d'offres pour un même projet, mais utiliser plutôt le système de division en lots? Ça, c'est pour une question de respect des seuils pour la publicité européenne obligatoire. Nous avons donc vu les différents types de procédures qui existent. On a ensuite parlé des avenants. On a parlé également du cahier des charges. Donc maintenant, nous allons parler des différents principes de base et on va parler en particulier des critères. Les critères, il y en a de deux types, les critères de sélection et les critères d'attribution. Les critères de sélection peuvent avoir trait soit à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, à la capacité économique et financière de l'entreprise, aux capacités techniques et professionnelles qui existent dans l'entreprise. Toutes les conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché. Donc, ça veut dire que on peut par exemple pas demander à une entreprise d'avoir un agrément qui ne serait pas en relation avec l'objet du marché. Donc, ce premier critère de sélection s'axe principalement sur les qualités du soumissionnaire et de l'entreprise. Les critères d'attribution sont réputés être liés plutôt à l'objet du marché public. Ces critères doivent être vérifiables de façon objective et non discriminatoire. Les autorités publiques peuvent utiliser des critères qualitatifs différents pour évaluer les offres. Par exemple, ils peuvent choisir en fonction du prix le plus bas proposé, c'est le plus souvent le cas, ou bien le rapport qualité-prix. Dans ce dernier cas, chaque soumissionnaire doit être informé du poids accordé à chacun des critères. Par exemple, on peut avoir un premier critère prix, un deuxième critère sur des caractéristiques techniques, ou un troisième critère sur des aspects environnementaux, ou un critère sur le cycle de vie, par exemple. En résumé, les critères de sélection portent sur les caractéristiques de l'entreprise soumissionnaire, tandis que les critères d'attribution portent sur les travaux proprement dits. Le premier principe, je vais dire, de base, qui est très important, c'est le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination. Selon la directive 2014-24 de l'Union européenne, les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d'égalité et sans discrimination, et ils agissent d'une manière transparente et proportionnée. Le deuxième principe, c'est le principe de concurrence et d'absence de conflit d'intérêts. La directive 2014-2024 de l'Union européenne stipule que la concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu'un marché est conçu dans l'intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques. L'appel à concurrence est effectué au moyen d'un avis de marché. La notion de conflit d'intérêt vise au moins toute situation dans laquelle des membres du personnel du pouvoir adjudicateur qui participent au déroulement de la procédure ou sont susceptibles d'en influencer l'issue ont directement ou indirectement un intérêt financier économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme compromettant
leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la procédure de passation de marché. Le principe de transparence et de publication. Les moyens électroniques d'information et de communication permettent de simplifier considérablement la publicité des marchés publics et de rendre les procédures de passation de marché plus efficaces et transparentes. Selon la directive 2014-24 de l'Union européenne, les pouvoirs adjudicateurs offrent par moyen électronique un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché. Alors les documents de marché peuvent être publiés soit sur le TED, qui est en fait la plateforme européenne lorsque les travaux dépassent un seuil de 5 548 000 €, ou bien ils peuvent être publiés sur la plateforme e-procurement, e-tendering, lorsque c'est au niveau fédéral, ou bien sur le portail des marchés publics en région wallonne et en fédération Wallonie-Bruxelles. Les autorités publiques ne peuvent commencer à évaluer les offres qu'après l'expiration du délai de soumission. Si un soumissionnaire n'a pas été retenu, il a le droit à une explication détaillée des raisons pour lesquelles son offre a été rejetée. Je rappelle ici une recommandation du Conseil de l'OCDE qui dit qu'il faut assurer la visibilité des flux financiers publics du début du processus de budgétisation jusqu'à la fin du cycle de passation de marché public. En conclusion, sous le regard du citoyen, la question qui est posée, les élus actuels et ou futurs pourraient-ils rendre publics les résultats des appels d'offres ainsi que l'ensemble des amendements, des avenants au contrat de base et mettre en œuvre la recommandation de l'OCDE. Donc ici, je propose un tableau interactif où on pourrait retrouver par exemple une colonne avec les procédures de marché en cours, une autre sur les procédures de marché en cours d'évaluation, une autre colonne sur les procédures de marché clôturé, dans laquelle on retrouverait le nom du soumissionnaire et le montant du marché, et ensuite une dernière colonne sur les avenants avec le montant des avenants et tous les justificatifs de ces avenants. Voilà, je pense avoir fait un tour tout à fait non exhaustif évidemment de toute la problématique des procédures de marché public pour les travaux, et je terminerai par dire que en fait l'opacité crée la méfiance et la transparence donne confiance, et étant un formidable outil dissuasif contre les tentatives d'irrégularité. Merci pour votre attention.